Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce jeudi, journée mondiale de la santé mentale, taux de décès des malades mentaux très élevé au Sénégal. Les spécialistes dénoncent la négligence dans la prise en charge des maladies le plus souvent bénignes. Attention, un neuropsychologue pointe l'utilisation abusive des écrans par les enfants. À la une également, les dernières pluies ont fortement perturbé la mobilité à Thiès. Des routes sont coupées. Les intempéries ont compliqué davantage la rentrée scolaire. Certains chefs d'établissement ne sont pas encore au bout de leur peine. Et puis, comme tout citoyen, les détenus devraient pouvoir participer aux élections, plaide Amnesty Sénégal. Plaidoyer du directeur à l'ouverture d'un atelier de capacitation à l'intention du personnel de l'administration pénitentiaire. 3 alternances dans l'histoire politique du Sénégal et pourtant notre pays reste dans les bas-fonds du classement de l'indice de développement humain. Pourquoi ça coince? Comment transformer la conscience citoyenne en une force motrice du développement humain? On en parle dans Soir d'Info. La suite avec le professeur Ousmane Sène, directeur du WARC, et l'ancien ministre d'État Abdou Fall. Ce jeudi 10 octobre est célébrée la journée mondiale de la santé mentale. Attention, des spécialistes attention à l'exposition des enfants aux écrans. L'écran trop tôt, trop le temps menace sérieusement la croissance de l'enfant et sa santé mentale. Yaïko Madjaï. Le fait de passer trop de temps devant un écran peut exposer les enfants à de nombreux problèmes de santé mentale, tels que l'anxiété, la dépression et le stress. En effet, selon ce neuropsychologue, l'utilisation abusive des écrans par les tout-petits peut développer des habitudes malsaines. Cette hyperexposition aux écrans a plusieurs conséquences parce que l'enfant aura en général un retard de langage. Alors, c'est un enfant qui sera, par rapport aux enfants du même âge, son langage ne sera pas aussi élaboré, ne sera pas aussi communicatif. Parfois même, ça peut donner l'impression d'un enfant qui aurait un trouble du spectre de l'autisme. Ces problèmes peuvent poursuivre l'enfant jusqu'à l'adolescence, peu importe les contenus regardés, prévient le professeur El Hadj Makhtar Ba. Maintenant, si on monte chez les adolescents. Chez les adolescents, il y a plusieurs problématiques. C'est déjà l'isolement social. Mais également, c'est le fait que l'adolescent va être confronté à des contenus souvent qui ne sont pas forcément adaptés, parfois des contenus violents, des contenus parfois même pornographiques. Le manque de communication et l'utilisation excessive du téléphone par les membres de la famille sont les causes majeures des problèmes de santé mentale chez les enfants. Aujourd'hui, avec les feuilletons, il y a des personnes qui passent toute la journée à regarder que des feuilletons. Ça arrive et donc c'est un réel problème. Ils n'auront plus le temps de s'occuper de leurs enfants ou vont s'occuper de leurs enfants de manière inadéquate. Et ça fait que l'enfant va avoir une carence affective ou une dépression. La santé mentale chez les jeunes est devenue une réalité dans la société sénégalaise. Le neuropsychologue invite les parents à s'impliquer davantage dans l'éducation des enfants pour mieux encadrer l'utilisation des écrans. Le directeur du centre d'Elossis se dit très préoccupé par le taux très élevé de décès des malades mentaux. Pourtant, les autopsies révèlent des maladies bénignes. Il interpelle les autorités sur la prise en charge. Voici Ahmed Daf avec notre équipe à Rufisque. Au mois d'octobre, on parle aussi de l'octobre rose. C'est l'occasion aussi pour nous d'attirer l'attention de la population, des parents, de tout le monde. C'est que dans la tête, dans la conception de beaucoup de gens, ils pensent que quand tu es atteint de troubles psychiatriques ou quand tu es un handicap mental, tu n'as pas de maladie, les maladies physiques, tu ne l'as pas. Alors que les maladies sont en train de faire des ravages. Quand quelqu'un meurt parmi et que vous faites des dossiers, vous allez voir que ce sont des maladies banales.
qui d'habitude les gens qui ne souffrent pas de troubles. Ouais, toutes nos excuses pour la qualité sonore. À la une également de l'actualité, comme tout citoyen, les détenus devraient pouvoir participer aux élections, plaide le directeur de Amnesty Sénégal, Seydi Gassama, que je vous propose de suivre. En prison, le détenu, il perd certains droits, notamment le droit d'aller et de venir. Mais comme je l'ai dit tantôt en français, certains détenus gardent quand même le droit civil et politique. Il faut qu'au Sénégal, on accepte de franchir le pas. Les années passées que nous avons discuté avec la Sénat et d'autres structures de l'État, ils ont voulu, y compris l'ancien ministre de l'Intérieur, ils ont voulu renvoyer la question du droit de vote des détenus à un dialogue politique. J'ai dit que ce n'est pas une question de dialogue politique. S'il faut respecter les droits des citoyens, on n'a pas demandé l'avis des partis politiques. Les citoyens qui sont en détention provisoire, qui ont leur carte d'électeur, qui sont inscrits à la liste électorale, qui n'ont pas encore été condamnés, le jour du vote, ils ont le droit de pouvoir voter. Et je l'ai dit tout à l'heure, dans des pays comme l'Afrique du Sud, le Kenya, les gens ils votent, ils installent des bureaux en détention. Ça peut être très compliqué dans un pays comme le Sénégal, mais on peut voter par procuration. On peut voter par correspondance. Tout cela peut être aménagé dans le cadre du code électoral pour permettre à ces citoyens de rester quand même des citoyens et de continuer à influer sur la vie de leur pays. Seydi Gassama s'exprimait en marge d'un atelier de formation à l'intention du personnel de l'administration pénitentiaire. Objectif, aider les agents à mieux comprendre les questions relatives aux droits humains en milieu carcéral. Voyons tout cela avec Modou Gueye. Améliorer les conditions de vie des détenus en milieu carcéral, c'est l'objectif d'Amnesty International Sénégal. C'est dans ce sens que cet atelier a été organisé ce jeudi pour la formation du personnel pénitentiaire. Cette formation continue a eu vraiment un impact ces dernières années parce que de plus en plus, les agents, n'est-ce pas, évitent certaines pratiques qui sont décriées partout ailleurs dans le monde. En l'occurrence, la torture, les mauvais traitements à l'égard des détenus. Nous visitons les prisons, nous posons les questions aux détenus librement, mais il y a très peu et très rarement qu'il est fait état de cas de maltraitance en prison. Le directeur général de l'administration pénitentiaire a par ailleurs affirmé que des rénovations ont été faites ces dernières années avec une augmentation du nombre de places. Vous savez, nous avons hérité de prisons qui datent de l'époque coloniale. Et les prisons sont, pour la plupart, elles sont caractérisées par la vétusté et l'inadéquation. Pour se conformer aux normes internationales, au niveau de l'administration pénitentiaire, avec le budget que nous avons toujours travaillé nous avons toujours fait des travaux de réhabilitation. Ces dernières années, je peux vous assurer que plus de 700 places ont été créées au sein des établissements pénitentiaires. Beaucoup de chambres ont été construites au niveau des établissements pénitentiaires. Un système de contrôle moderne permettant de filtrer les objets, c'est ce que suggère le directeur exécutif d'Amnesty International Sénégal. L'ancien ministre Malick Sall, notamment, qui avait promis que le ministère de la Justice, n'est-ce pas, dégagerait des moyens pour que dans toutes les prisons du Sénégal, on puisse instaurer un système de fouille électronique. Un peu comme dans les aéroports, qu'on puisse détecter les métaux, les produits prohibés, et évidemment que les fouilles manuelles soient de plus en plus évidemment abandonnées. Nous lançons un appel au nouveau garde des Sceaux pour que, évidemment, cette promesse puisse être tenue. À travers ce programme qui va durer 2 jours, 40 agents répartis dans les 37 prisons vont être mieux outillés concernant le respect des droits des détenus. Amélioration de la condition de vie des détenus. La Ligue sénégalaise des droits humains appelle l'État à prendre à bras-le-corps la question. Des recommandations ont été formulées lors d'un atelier tenu aujourd'hui. Voici Alassane Seck avec Alassane Ba. Nous avons eu l'occasion de justement demander à nos partenaires, notamment à la DAP, l'administration pénitentiaire. Vous avez bien vu l'inspecteur Samba Diouf qui a fait l'état des lieux justement, on a pu exposer. Ensuite, nous aurons tous les autres panélistes qui sont dans cette situation de faire le constat de la situation carcérale au Sénégal qui était très déplorable. Qui est déplorable, on peut le souligner. C'est l'occasion pour nous d'ailleurs d'avoir initié cette réunion, ce séminaire, pour justement chercher à relancer les autorités sénégalaises, les nouvelles autorités, pour qu'elles prennent en charge nos souhaits, parce que justement l'état des lieux était assez déplorable au niveau des prisons.
Donc nous pensons, nous imaginons qu'à la fin de ce séminaire, nos rapports de recommandation portera donc sur des décisions fortes de l'État, parce que pour nous, il est temps de faire, il faut parer au plus pressé, faire en sorte que les détentions soient beaucoup plus humanisées. Malheureusement, ce n'est pas le cas, on peut le constater avec regret. C'est vrai que les autorités, malheureusement, on peut le constater pour le regretter, ils n'ont pas encore les moyens législatifs. Je pense qu'il n'y a pas avant, il n'y avait pas d'Assemblée nationale qui pourrait suivre déjà la demande de l'exécutif. C'était donc avant la dissolution de l'Assemblée. Maintenant, il n'y a pas de nouvelle Assemblée. On peut imaginer que le lendemain du 17 novembre, à la fin des élections législatives, qu'il y ait des députés assez responsables, assez motivés, qui pourraient suivre les propositions de loi qui seront faites justement pour faire les réformes très fortes que nous demandons, et nous pensons que ce sera donc... Toute autre chose, les dernières pluies ont compliqué davantage la rentrée scolaire. Vous le savez, plusieurs établissements sont envahis par les eaux. Illustration dans la banlieue de Dakar à l'école Eliman Ndiaye de Pikine. C'est un reportage de Habib Faye. Une colère noire se lit sur ces visages. Ces acteurs de cet établissement scolaire n'en peuvent plus des eaux usées, stagnantes et nauséabondes. L'école Eliman Ndiaye de Pikine ne respire plus. Ils ont de quoi investir. L'école Eliman Ndiaye est là. Ils peuvent, s'ils le souhaitent, venir prêter main forte à cet établissement. J'appelle les bonnes volontés, particulièrement les fils de la commune. Ils doivent venir apporter leur soutien pour le bien de nos enfants. Si c'était pour une année, on peut savoir. Mais plus de 20 ans, nous avons ce problème-là. Toujours, l'école est inondée à l'ouverture des classes. La pluie a encore frappé, laissant cette école dans un piteux état. Le maire de la commune revient sur les lieux pour constater les dégâts de la pluie. Mais le principal problème reste cet égout de l'Office national de l'assainissement installé au milieu de la cour. Il s'agit d'une installation dans la cour de l'école des égouts de ONAS, qui a une station d'épuration en face. Et chaque fois qu'il y a des eaux de pluie, ici, mêlent des eaux usées de ONAS qui ne sont pas drainées par la station d'épuration. Et que la cause, c'est que cette école, les élèves innocents qui sont là, vont fréquenter cette cour affectée, des risques de maladies, de péri fécales, qui peuvent même créer des épidémies, parce qu'un élève qui transporte une maladie, un germe, un virus ici, il l'amène chez lui. Il lance alors un cri de cœur. Mais j'interpelle donc le ministre Cheikh Tidiane Dièye, ministre de l'assainissement, pour nous dire, nous en banlieue, ici à Pékin, pour qu'on reconnaisse la reconnaissance de l'État à la banlieue, de venir ici à l'école Eliman Ndiaye à Pékin Nord, nous trouver une solution définitive. Il s'agit tout simplement d'investir dans le budget de l'État, où on a des moyens d'investissement lourds pour régler ce problème technique. Les risques sont énormes selon les parents d'élèves. Regardez l'établissement, comment il est. Actuellement, tous les enfants sont malades. Les enseignants sont malades. Actuellement, nous n'avons plus de solutions. Et pourtant, nous avons préconisé des solutions avant. Et pourquoi pas ne pas nous accompagner? On va se battre ensemble pour que ça cesse à partir de cette année. Face à cette situation de l'école Eliman Ndiaye, les parents d'élèves menacent de fermer l'établissement jusqu'à ce que l'ONAS trouve des solutions définitives. Des dégâts ont été enregistrés également dans la cité du Rail. Les dernières pluies ont fortement perturbé la mobilité à Thiès. Des routes ont été coupées. L'équipe municipale a fait le constat avec notre équipe à Thiès, Cheikh Anta Diop Seylatier. Aiglon, Aïnina Fall, Diamaguène, Buntu Dépôt, des quartiers de la ville de Thiès survenus à Thiès ont causé beaucoup de désagréments. Plusieurs routes de Thiès sont devenues inaccessibles. Diamaguène, Balabé, donc c'est un carrefour. Les gens apprennent la route là pour aller à l'école, les femmes pour aller au marché, donc c'est des problèmes. Depuis ça fait des années, on a des problèmes pour passer ici. Le scénario est le même. À la rue qui mène vers le lycée Jules Sagna,
Avenue Lat Dior Diop, les eaux de pluie obligent les riverains à suspendre leurs activités. Depuis le début de l'hivernage, nous vivons la même situation. Le maire de Thiès est descendu sur le terrain pour constater les dégâts. Vous avez raison. L'état des routes est problématique aujourd'hui, pose beaucoup de problèmes et c'est devenu un débat. Et dans la ville, c'est plus que des nids de poules, ce que nous avons. Vous savez, l'année dernière, j'avais une convention avec le FERA d'une enveloppe de presque 150 millions pour prendre en charge cette préoccupation. Mais bon, vous savez, pour des raisons jusqu'à présent que je ne comprends pas. Aujourd'hui, je suis en train de chercher des solutions. J'ai contacté quelques entreprises et j'attends des offres. Les Thiessois lancent un appel aux autorités territoriales et au ministre des Infrastructures routières pour qu'une solution définitive soit trouvée à cette situation. Et la nuit dernière, des quantités importantes ont arrosé le pays, plus de 100 mm par endroit. D'après l'ANACIM, ces fortes précipitations annoncent la fin de la saison, comme annoncé au début de l'hivernage. Voici Pape Gourniaï de la Météo nationale. Le 9 octobre, on a reçu beaucoup de pluie sur une bonne partie du territoire sénégalais. Disons même sur l'ensemble du territoire sénégalais, des pluies ont débuté le mercredi en début d'après-midi vers l'est et ont progressivement évolué vers l'ouest, touchant le littoral, notamment Dakar, au petit matin. Donc des quantités plus ou moins importantes ont été reçues un peu partout, notamment au niveau des localités centre et sud-ouest du pays. Au centre du pays, c'est des quantités qui ont dépassé pratiquement les 100 mm qui ont été notées sur la zone centre. Pratiquement 5 localités dans la zone centre qui ont eu plus de 100 mm. C'est le cas de Medina Sabah qui a eu 118,5. C'est le cas de Pata Sine de Ndolo avec 113 mm. Gayen Sabah et Djokul Belbouk. Et au niveau des zones de la zone centre toujours, entre Djolbel, Kaolack, Fatick et Kaffrine, il a beaucoup plu et la plupart des localités ont dépassé les 50 mm. Dans des pluies qui pratiquement pourront persister pour le reste du mois d'octobre, notamment au niveau des localités sud et légèrement vers le centre. Donc comme ça a été annoncé d'ailleurs début mai, pratiquement vers le début de la saison, avec les prévisions saisonnières de l'ANACIM, qui a annoncé une fin tardive de la saison des pluies et ce qui se manifeste d'ailleurs avec ces pluies qui ont été notées entre le 9 et la journée du... Et parlons justement de l'organisation de la contre-COP au Sénégal. 21 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre ont participé à la marche pacifique à Hambourg cet après-midi. Ils disent aussi s'opposer aux solutions proposées par la COP des pays du Nord prévue au mois de novembre prochain. Ces activistes, membres de la société civile, ont rédigé une déclaration remise au préfet de Mbour, compte rendu Ndaïmati Diak. En Afrique, il y a beaucoup d'injustices que vivent les communautés. Donc on a 21 pays qui sont présents aujourd'hui pour s'organiser et faire savoir au monde entier les problèmes que vivent les femmes, surtout les femmes africaines. On sait que d'ici quelques jours, ça va s'organiser la COP 29. Et la COP 29, ce sont les présidents qui vont là-bas et voir comment ils vont faire pour essayer de gérer la dégradation de l'environnement. Mais toujours, les communautés sont laissées en rade. On n'est pas impliqués, c'est pourquoi. Ici au Sénégal, on a jugé nécessaire d'organiser une contre-COP des partis, comme ils le font à Azerbaïdjan. Nous aussi au Sénégal, on organise une contre-COP, faire une marche et faire comprendre au monde entier que nous sommes là, qu'on doit nous écouter, qu'on doit nous inclure dans les instances de prise de décision, au moins pour qu'on donne nos idées. Aujourd'hui, c'est le Sénégal qui est l'épicentre de ce qu'on pourra dire au changement climatique. Parce que nous voulons que l'État prenne compte à nos doléances. Par exemple, à Bargny, cette année-ci, il y a plus de 100 et quelques maisons qui ont été détruites par l'avancée de la mer. À Saint-Louis, on a vu qu'il y a l'exploitation du gaz. À Sangomar, on a constaté qu'il y a l'exploitation du pétrole. À Bargny aussi, il y a une centrale à charbon qu'on est en train de lutter depuis 16 ans. On a beaucoup tout fait pour que l'État nous écoute et nous donne raison, mais jusqu'à présent, sans réponse favorable. Mais nous, en tant que femmes, on s'est organisés et nous élevons nos voix comme une seule personne pour dénoncer ce qui se passe en Afrique, parce que l'Afrique n'est pas une poubelle.
Fatou Samba, présidente des femmes transformatrices des produits halieutiques de Bargny, interrogée par notre équipe à Mbour. Allons à Saint-Louis du Sénégal. Les pratiques commerciales déloyales freinent le développement des postes. Le directeur régional de Saint-Louis tire la sonnette d'alarme pour Aliou Dem, le directeur régional des postes. Beaucoup d'acteurs ne respectent pas la réglementation. Le voici avec notre équipe à Saint-Louis. Les difficultés auxquelles la Poste est confrontée sont d'abord la concurrence déloyale. Toute entreprise sénégalaise désireuse donc d'avoir une licence doit remplir un certain nombre de formalités pour pouvoir être attributaire donc de la. Donc aujourd'hui, c'est que il y a donc beaucoup d'acteurs, notamment des sociétés publiques et privées et même des particuliers, donc qui sont en train d'opérer dans le secteur postal. Parce que tout ce que vous voyez, qui est en rapport avec la collecte, l'acheminement et la distribution donc des marchandises et du courrier, c'est du domaine donc de la Poste sur ce segment-là. Donc nous appelons l'autorité de régulation des télécommunications et des postes à veiller davantage donc au respect des normes et des règles du jeu. Et puis un mot de sport, troisième journée des éliminatoires de la CAN 2025, groupe L à domicile. Le Sénégal est à faire le boulot face au Malawi ce vendredi à partir de 19h. Pour le sélectionneur adjoint Pape Thiaw qui était en conférence de presse d'avant-match, l'équipe a bien travaillé pour s'imposer devant le Malawi. Cher Sadibou Diarra. Les Lions, prêts à remplir leurs tâches, battre à domicile le Malawi. Confiant en dépit du changement de sélectionneur. On a beaucoup travaillé pour pouvoir gagner le match de demain et espérons que ça va se faire. Mais bon, après ce que je vais proposer, je préfère demain qu'on le verra sur le terrain. Ce n'est pas quelque chose à dévoiler ici à la veille de match. Espérons que la tactique qu'on va mettre en place et les choses qu'on a mis en place vont bien marcher. Une grosse attente qui est derrière, mais bon, ils s'en sont conscients. On va continuer et on veut vraiment enlever ça. On a envie demain de démontrer que voilà, le Sénégal est là et pour pouvoir continuer et se qualifier le plus rapidement pour cette phase finale. Sénégal-Malawi, une rencontre à l'allure d'un piège à éviter. Pas de match facile. Donc, surtout aujourd'hui au niveau africain, il n'y a plus de match facile. Je pense que si on voit que l'équipe de Malawi qui est là depuis lundi, ça veut dire qu'il est venu pour chercher quelque chose de positif. Parce que quand même, ils sont derniers du classement. Ils ont besoin de points. Mais après, nous, on a plus besoin que. C'est à nous de rendre le match facile. Si on exploite nos occasions comme il faut, je pense que le match peut être, bon, soi-disant, on va dire facile parce que un match n'est jamais facile. Et le soutien d'un public beaucoup plus nombreux qu'au dernier match peut galvaniser une équipe consciente des attentes. On travaille franchement pour faire ici le chaudron sénégalais. Donc au moins quand les équipes vont rentrer ici, ils sauront que c'est le Sénégal. Comme on l'a toujours montré, c'est sûr que les 2 derniers matchs, on a pris des buts à la dernière minute. Mais après, les joueurs sont confiants. Ils savent que voilà, maintenant, un match, ça se joue jusqu'à la dernière minute. J'espère qu'on va rester concentrés, que demain, ça ne nous arrivera pas. Et nous, les joueurs, on a cette responsabilité-là d'emmener le public, de jouer d'une manière à ce que le stade chauffe. Dans une rencontre marquée par le contexte du départ d'Aliou Cissé, l'espoir est de voir se concrétiser les discours de bonnes intentions par un résultat probant pour rendre hommage au sélectionneur sortant. Merci cher, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Dans un tout petit instant, Soir d'info, la suite avec monsieur le ministre d'État Abdou Fall et le professeur Ousmane Sène. Nous allons parler de la conscience citoyenne, comment la transformer en un véritable facteur de développement au Sénégal. A tout de suite.